Donc, Fadila Méziane, C'est ça. voilà, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes dans le cadre de l'arpenteur d'essence, enfin, c'est un peu ça. Tout à fait. Alors, on n'en a pas du tout parlé avec Guylaine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'arpenteur d'essence? Alors c'est une magnifique longère, il me semble du 19e siècle, je ne vais pas dire de bêtises, qui est dans un magnifique C'est là? décor de verdure, exactement. Donc on est vraiment en pleine nature. C'est une très très belle architecture. C'est vraiment très calme, c'est en pleine nature. On peut même, quand on a la chance de se lever tôt ou même en fin de journée, de voir quelques petits animaux qui traversent la propriété. C'est en Bretagne alors? C'est en Bretagne, oui, c'est près de Saint-Malo, Oui. Cancale. Voilà. Donc c'est vraiment le cadre idéal justement pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir justement s'occuper de soi à un moment donné de l'année ou à un moment donné de sa vie, prendre soin de soi. Se recueillir aussi. Voilà, se recueillir, avoir un retour à soi. Bon, donc ça c'est valable pour tout un ensemble, ça accueille tout un ensemble de formations. Tout à fait, il y a différentes formations qui sont proposées, différents stages. Alors là, donc il y a le yoga, la sophrologie, la naturopathie peut-être. Voilà, donc ça ce sont les encadrements que l'on propose, donc, soit dans le cadre de stages de jeûne et de randonnée, où il va y avoir évidemment un naturopathe qui encadre tous les stages, tous les stagiaires. Il va y avoir soit des stages de yoga intégrés, soit de la sophrologie qui est proposée le matin à chaque stagiaire avant de démarrer justement sa randonnée. Vous voulez dire que le naturopathe, il supervise tout ça? Alors, le naturopathe va superviser les stagiaires dans le cadre de leur jeûne. Ensuite, nous, on intervient, Guylaine ou moi, soit en tant que prof de yoga, soit en tant que sophrologue. Mais également, nous proposons, Guylaine et moi, d'autres stages que nous encadrons là complètement, où nous organisons des stages de jeûne, des stages de méditation, des stages de sophrologie. Là, on va intégrer ces trois pratiques à l'intérieur, avec des conseils alimentaires, évidemment, puisque c'est quand même le cœur de mon métier, où je vais donner quelques recommandations sur l'alimentation, que ce soit l'alimentation saine, mais aussi l'alimentation ayurvédique. Ça c'est vraiment une condition première, il faut bien s'alimenter. C'est bien s'alimenter dans un premier temps, oui, ça passe par là. Matériellement et psychiquement peut-être. Psychiquement, voilà, ce qui permet justement de trouver cet équilibre de santé, ce qu'on appelle l'homéostasie, de pouvoir justement être en santé ou éventuellement s'aider à retrouver une santé qui aurait peut-être été un petit peu mise de côté pendant quelques années. À côté de ça, on va permettre aux personnes soit de découvrir une pratique qui est la pratique du yoga, soit de continuer à la pratique dans un autre cadre, et bien entendu, je propose aussi de la sophrologie. Ça peut être une découverte ou ça peut être justement un moyen de continuer quelque chose qui va convenir à d'autres. Alors on vient de parler avec votre collègue de yoga. Je vous pose une question un peu idiote. Qu'est-ce qui distingue la voie du yoga de celle de la sophrologie? Alors le yoga, c'est plus une pratique corporelle. On va faire des exercices, bien entendu, il va y avoir aussi du chant, il va y avoir de la respiration, il va y avoir de la méditation. La sophrologie, il y a quelques mouvements, mais c'est plutôt, soit on le fait assis sur une chaise, ou allongé, soit assis éventuellement par terre si on le souhaite. Donc on va travailler justement sur ces trois positions. Il y a des exercices qu'on appelle de relaxation dynamique, où on va s'aider du souffle pour faire des exercices, parce qu'évidemment le souffle c'est la vie, et pour pouvoir faire certains exercices et pour pouvoir se mettre en mouvement, il faut travailler sur le souffle. Et la respiration, en fait, on s'aperçoit que très souvent les gens ne savent pas respirer. Oui. On dit qu'on sait respirer parce que c'est l'acte que l'on On fait vit. au quotidien. Mais pour pouvoir revenir un petit peu à soi, revenir un petit peu, comme on dit, à la maison, à l'intérieur de soi, revenir dans son corps, être plus dans le corps que dans le mental. Voilà, il faut travailler son souffle. Il faut travailler la respiration, il faut être en connexion avec soi-même, puisque c'est un peu une colonne d'air, celle de le souffle, qui va pouvoir un petit peu vous permettre de... Mais ça c'est un peu un point commun avec le yoga, non? Oui, bien sûr, oui, il y a un point commun, évidemment. Alors, est-ce que les objectifs sont peut-être pas les mêmes? Non. Enfin, oui et non, parce Oui. qu'on revient quand même dans le corps, comme le yoga. Mais disons que là, il va y avoir des guidances, donc on va accompagner par la voix la personne, qui va nous permettre, d'abord la personne va se mettre dans un état, ce qu'on appelle sophroliminal, c'est entre la veille et le sommeil. Vous ne dormez pas, vous n'êtes pas complètement réveillé, parce qu'on vous demande de fermer les yeux, mais vous êtes dans cet état justement
vous êtes presque au moment où vous allez vous endormir. C'est un peu flottant. C'est un peu flottant. Vous allez écouter une voix et cette voix va vous accompagner justement dans une certaine relaxation pour pouvoir revenir à ce corps. Donc c'est soit quelqu'un qui parle, Oui. soit c'est un enregistrement. Là, nous, c'est pas la voix, hein, c'est moi qui Donc parle. il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit près de vous. Oui, c'est l'idéal. Après, On ne peut pas le faire à tout seul. Donc. si vous pouvez le faire tout seul, quand par exemple on est en séance individuelle en cabinet, on pratique avec la personne peut, si elle le souhaite, s'aider d'une guidance, d'un CD ou Voilà. quelque chose comme ça, bien sûr. Et c'est recommandé entre chaque séance justement de pouvoir continuer à travailler tous les jours, éventuellement sur une guidance ou sur des exercices que le sophrologue aura. Alors actuellement, il y a beaucoup de publicité sur le métier de sophrologue. On dit, voilà, c'est un métier d'avenir, sophrologue. Alors, qu'est-ce qui est si excitant dans cette carrière parce que là, on n'a pas encore tout à fait compris Oui. ce qui pouvait justifier. Parce que sophrologue, c'est pas simplement, c'est un métier. Là, on parle pas que de la personne qui va voir le sophrologue, on parle du sophrologue lui-même. Vous-même, vous êtes sophrologue. Tout à fait. Vous êtes une sophrologue heureuse. Ah oui, très. Alors donc, finalement, qu'est-ce que ça vous apporte d'être sophrologue, Fadila? C'est une rencontre avec l'autre déjà. C'est une compréhension de l'autre, un accompagnement de l'autre. C'est comprendre aussi ce que l'autre a vécu, parce que probablement, peut-être que certains sophrologues ont vécu. Le stress, on l'a plus ou moins vécu dans la vie. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai eu une autre vie auparavant. J'ai eu un métier qui était très prenant, où je travaillais 70 heures par semaine, où je savais ce que c'était que mettre sa vie entre parenthèses, sa santé entre parenthèses. Et à un moment donné, il y a une conscience de qu'est-ce que l'on veut dans la vie. Je veux aller mieux, oui, comment je vais le faire? Et ça, je l'ai compris à un moment donné, puisque j'ai eu cette chance de vivre en Asie et de toucher du doigt à justement toutes ces techniques voilà, de yoga, méditation, de sophrologie, le massage. Vous êtes baigné là-dedans, oui. J'ai baigné dedans. J'ai pris conscience, et c'est important là-bas, je travaillais aussi beaucoup, j'ai pris conscience de toutes ces techniques psychocorporelles où il y avait vraiment une conscience que le corps et l'esprit doivent être assemblés pour pouvoir aller mieux. Et j'ai pris conscience de ça, et quand je suis rentrée en Europe, je me suis dit, je vais me former à ça parce que j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie d'aller mieux, et je n'ai pas envie de mettre de côté ma vie et ma santé. Mais ça devenait aussi un métier, éventuellement. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai touché du doigt à ça là-bas, je suis rentrée, je me suis formée, et voilà, j'ai décidé d'accompagner les autres parce que moi aussi j'ai pu souffrir dans mon corps et dans mon âme. Parce que dans le mot sophrologie, il y a le mot souffrance, peut-être, non? On pourrait peut-être jouer sur le mot. Non, enfin, ça vient, je ne sais pas quelle est l'origine. C'est renvoie à Caicedo, c'est ça? Caicedo, voilà, c'est le docteur Alfonso Caicedo qui a créé cette méthode. Il était neuropsychiatre. Il a créé la méthode dans les années 60. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a forgé ce mot sophrologie? C'est vraiment un travail sur la conscience. Ah. Sur la conscience. D'accord. La conscience, c'est harmoniser un petit peu sa conscience, harmoniser son corps de façon simple, en explication simple, parce que très souvent on est un peu dysloqué dans nos sociétés, puisqu'on est pressurisé, et très souvent le corps et l'esprit sont complètement séparés, et à un moment donné il faut savoir les rassembler, et il faut savoir revenir surtout dans son corps. Parce que pour aller mieux, il faut prendre conscience de ce corps, il faut prendre conscience des signaux que celui-ci nous donne pour pouvoir aller. Il faut dialoguer avec son corps. Le ressentir. On vous dit j'ai une douleur, ok, cette douleur elle est comment je l'identifie? Cette douleur parfois peut prendre une ampleur qui est phénoménale, et c'est le corps entier qui devient souffrant. Donc c'est un mot important, le mot douleur. Bien sûr. On peut penser que sophrologie d'ailleurs c'est un peu une science sur la douleur, enfin un discours sur la douleur. C'est plus de la conscience, c'est prendre conscience. Sophro, ça veut dire conscience. Bon. Oui, donc c'est vraiment prendre conscience un petit peu de ce que l'on a, de qui on est, et d'essayer d'aller mieux. Donc, par des techniques qui peuvent être tout à fait simples, déjà la respiration, c'est je prends conscience de ma respiration pour aller mieux, même à travers la douleur. Quelquefois on a mal à un endroit. Oui. Je focalise, mon esprit focalise sur la douleur. Oui. Et plus je pense à cette douleur, plus la douleur est présente, et plus elle persiste, et plus peut-être même elle prend une certaine ampleur. Mais à un moment donné, si j'arrive à travailler sur ma respiration et peut-être à dévier mon esprit et ma conscience vers une autre partie de mon corps qui n'a pas mal, qu'à un moment donné, cette douleur va prendre, je dirais, une couleur, une teneur peut-être un petit peu différente. Ça peut s'estomper, on va dire.
D'accord. Donc finalement, c'est quand même important, le corps communique avec nous par une forme de douleur, Mais bien sûr, oui. par un C'est symptôme. vraiment, oui, mais le symptôme est là. Bien sûr, on ne peut pas forcément toujours tirer un trait sur le symptôme, malheureusement. Donc Comment je travaille sur ce symptôme? Donc on a forcément quelque part un symptôme, vous voulez dire. Peut-être pas tous, non. Bah, si on n'a pas de symptômes, on ne peut pas travailler, si. Bah, non, après ça peut être juste un mieux-être, ça peut Ah être oui. juste je suis stressée, je n'arrive pas à dormir. Peut-être que ça, c'est déjà un symptôme. Oui, c'est moins grave que de souffrir, d'avoir mal quand même. Mais vous n'avez pas... Finalement, est-ce que vous voulez dire par là que quelqu'un qui souffre, la sophrologie peut l'aider? Parce qu'à ce moment-là, c'est en concurrence avec la médecine, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de concurrence. Non, mais je veux dire comment? Non, je veux dire que c'est d'autres voies. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai quelqu'un, par exemple, a de l'arthrose, par exemple, je ne sais pas. C'est une autre façon de travailler, c'est Oui. complémentaire. On ne peut pas tirer un trait sur la médecine traditionnelle, ça fait Oui, partie aussi ouais, de... ouais. C'est essentiel parfois d'aller voir le médecin et de prendre certains médicaments. Ça, il ne faut surtout pas se leurrer, Oui. il faut continuer à ça. Oui. Mais parfois, il faut essayer de trouver d'autres techniques qui vont permettre d'accompagner ou de soulager. Voilà. Là, je vois sur la fiche que de là, voyez-vous, ça va... À la fin, on voit rémission du cancer, par exemple. Là, c'est pas moi. D'accord, enfin, ça fait partie Oui, de la c'est-à-dire que là, de la- cette personne doit certainement faire des stages pour les personnes qui sont en rémission de cancer. Et alors, qu'est-ce qu'elle... Oui, d'accord. Elle, mais- je ne sais pas. Je pourrais pas Ah vous oui, parler de ça son peut être stage. des soins palliatifs. Enfin, non, Voilà, peut-être pas. c'est après. C'est D'accord. l'après-cancer. Ah Comment oui, je vis dans mon d'accord. corps après un cancer. Donc, ce qu'on découvre en vous écoutant, c'est que c'est une autre façon de se soigner, quelque part. Oui, d'aller mieux. D'améliorer son état sans passer par les médicaments. Peut-être dans un premier temps. Mais parfois, il faut passer par les médicaments et être accompagné éventuellement par un sophrologue. Donc, vous pouvez ne pas être malade, mais venir voir un sophrologue parce que vous êtes stressé, parce que vous avez des troubles du sommeil. Vous n'allez pas forcément. C'est quand même une voir forme un médecin. Oui, mais enfin, c'est quand même des soucis de santé. Des petits soucis, mais Qui ont des effets. qui ne nécessitent pas de prendre des médicaments Ah oui, c'est dans ça. un premier temps. Ah oui, d'accord. C'est qu'est-ce que je peux faire dans un premier temps pour peut-être ne pas aller voir le docteur juste pour Oui. prendre des médicaments, des somnifères. Ça peut être préventif à la C'est limite. préventif. Le sommeil, vous pouvez travailler sur votre respiration pour essayer de travailler sur le sommeil. Surtout si c'est les premiers troubles du sommeil. Si c'est des insomnies que vous avez depuis des années, là il y a un autre terrain sur lequel il faut peut-être aller creuser. Et alors à ce propos, pour revenir à la question de l'alimentation, parce que naturopathe, est-ce qu'il y a un rapport entre la façon dont on se nourrit et la façon dont on dort, par exemple? Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où l'alimentation est trop riche, donc trop lourde, Oui. les associations alimentaires ne se font pas, l'heure à laquelle on mange qui ne convient pas. À partir du moment où tout ça est complètement déréglé, au bout d'un moment, si vous mangez à 21h le soir une raclette ou une tartiflette, il y a de fortes chances que votre sommeil soit un peu perturbé, Oui, oui. ou même que vous n'arriviez pas à dormir. Oui. Vous voyez, il y a quand même, c'est juste du bon sens, hein, c'est juste essayer de comprendre que manger, en tout cas bien se nourrir, peut influer sur son état d'être, sur son état de pensée, son état de santé. Oui. Et donc vous connectez les deux, vous, finalement. Moi, oui. Je suis venue, je lis les deux, je travaille avec les deux en cabinet et bien entendu sur mes stages. Oui, parce qu'effectivement, au fond, s'il suffit d'agir sur son alimentation, ça permet déjà d'évacuer ou de prévenir ou d'empêcher certaines dégradations. De limiter les surcharges. Oui. Voilà, pour pouvoir que le corps puisse faire son travail de réparation qui fait partie du cycle naturel de la vie. Donc à partir du moment où on allège son corps et on le nourrit bien, vous savez, moi j'ai toujours cette image peut-être un petit peu simple et archaïque, mais notre corps c'est un peu comme le véhicule. Notre voiture, on en prend soin, on y met le bon carburant, on y met la bonne huile, on l'emmène, on lui fait un contrôle technique, on vérifie ses pneus. Pour ça, on sait le faire. Donc c'est un petit peu la même chose pour nous. Pourquoi ne mettons pas le bon carburant à l'intérieur de notre corps qui est notre alimentation? C'est notre premier carburant. Alors justement, parlons un petit peu de la naturopathie. Alors ce domaine-là, parce qu'on en a parlé un peu en biais comme ça, mais quel est le champ de la naturopathie? C'est simplement la question de l'alimentation, c'est ça? Oui, l'alimentation, puis après il va y avoir d'autres techniques à côté, comme justement la respiration, la gestion du stress. Ah, c'est lié ça fait partie de ça fait partie des techniques. Ah, d'accord. L'exercice physique, on recommande de faire de l'exercice physique,
yoga, que ce soit de la marche. C'est pour ça que vous disiez que ça nager. supervise un petit peu. Voilà, ce sont des techniques. Alors c'est d'abord l'alimentation et ensuite on va recommander à notre client éventuellement d'aller faire soit du yoga, Ah soit oui, de la d'accord, marche, c'est comme ça. soit, C'est une sorte de généraliste, le naturopathe. C'est l'alimentation et ensuite l'exercice physique fait partie de ça. Ensuite, il y a d'autres techniques, le massage, puisque ça fait partie aussi des techniques de mieux-être, de mieux se sentir dans son corps si on a des douleurs, d'aller peut-être voir un ostéopathe ou un kiné si jamais il y a autre chose qui ne... Oui, là on retombe dans la question des douleurs. Et par exemple, ça peut être aussi des gens qui ont un surpoids pondéral, par exemple, Bien sûr. qui ont un problème avec leur alimentation, une addiction même Addiction éventuellement. alimentaire, oui, on va essayer de l'accompagner pour lui faire comprendre d'abord comment manger, quoi manger, et puis après, s'il y a une addiction qui est peut-être un petit peu forte, aussi lui recommander d'aller voir un thérapeute. Parce Oui. que là, c'est peut-être c'est plus mon domaine. Je dois lui recommander aussi d'aller voir un autre spécialiste. Ça peut être un médecin, ça peut être un psy, ça peut être... Voilà. Votre domaine, ce n'est pas la thérapie. Non. Aussi bien en sophrologie qu'en yoga, Non. ça ne relève pas de la thérapie. Non, je peux être amenée à travailler avec, je peux recommander à mon client d'aller voir quelqu'un d'autre, soit un médecin, soit Oui. un thérapeute. Exactement. Oui, on parlait de généraliste tout à l'heure. Exactement, on travaille en collaboration avec d'autres praticiens. Donc on ne peut pas dire du tout que le yoga est une thérapie. Certains yogas peuvent être des thérapies. Oui. Hein. Il y a le yoga thérapie. Oui, existe, voilà, hein, oui. aussi, hein. Donc là, après, ce sont des formations. Comment est-ce que, spécifiques, excusez-moi de vous interrompre, comment vous distinguez? Alors le thérapeute, comment vous le percevez, le thérapeute alors? Lequel? Non, mais je veux dire que Plusieurs. celui qui se dit thérapeute, par opposition à celui qui est dans la sophrologie ou dans le yoga, il a une autre démarche, il a une autre ambition. Ben, de toute façon, tous les thérapeutes, déjà, c'est une relation d'aide. C'est Oui. un accompagnement, Ça- c'est une écoute active. Oui, ça c'est commun. Donc tout ça fait partie Oui. c'est le Oui. premier plan de Oui. du thérapeute, hein, que ce Oui. soit même sur le médecin, il écoute son patient. Oui. Le professeur de yoga va écouter le besoin de son élève Oui. pour pouvoir faire un yoga qui lui correspond. Voilà. Moi, je vais adapter aussi mes séances de sophrologie en fonction de ce que la personne en face de moi va me dire. C'est pour ça que je vous dis que thérapie, vous êtes aussi une thérapeute quelque part. Bien sûr, bien sûr. On peut pas, il n'y a pas de Dans frontière. la relation Voilà, d'aide, c'est dans l'écoute active. votre action peut avoir une valeur, un effet thérapeutique. Donc oui. Et, de même que donc, il y a pas. Non, c'est pour ça que j'ai tiqué un petit peu parce que je me suis dit où commence la thérapie, où elle s'arrête. Après, c'est un terme. Enfin, en tout cas, vous ne le revendiquez pas. Voilà. Non. Moi, je suis vraiment. J'aime bien le terme relation d'aide. Oui. C'est L'accompagnement. L'accompagnement. Moi, je suis vraiment un accompagnateur dans le mieux-être et dans comment rester en bonne santé. Et, voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans le coaching quelque part? Il y a une forme de coaching, bien sûr. Oui. Je suis éducateur de santé. Donc, naturopathe, c'est Éducateur de santé. C'est-à-dire que je vais apprendre aux personnes à mieux se nourrir pour mieux rester en santé. C'est vraiment ça. Mhm. Parce que tout passe par là. Enfin, tout passe. Quand tout va bien, je veux dire, rester, vous savez, un petit peu comme dans les médecines traditionnelles, la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique, on va voir le médecin pour rester en bonne santé. Idéalement, on devrait aller voir un naturopathe pour rester en bonne santé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. C'est n'attendons pas, c'est ce que je dis souvent à mes clients, n'attendez pas, et quand je travaille même en entreprise, n'attendez pas d'être malade pour faire quelque chose. Bien sûr. Vous occupez de vous-même, pour vous faire du bien, allez vous faire masser, allez prendre un cours de yoga, faire du sport, vérifier que son alimentation est compatible avec son mode de vie aussi, par rapport à sa culture, par rapport à son métier aussi. C'est vraiment très individualisé. Est-ce que vous êtes favorable à l'homéopathie, par exemple? Je ne pratique pas du tout, hein, donc c'est vraiment pas un domaine que je connais, puisque je suis pratiquement les médecins. Non, mais la philosophie de l'homéopathie, moi, je suis pas du tout contre. oui. Moi, je suis très ouverte aussi. D'accord. D'ailleurs, finalement, c'est dans l'homo. Oui, d'accord. Donc il y a l'idée d'accompagner, mais aussi. Alors, est-ce que vous distinguez l'âge? Est-ce que vous tenez compte de l'âge des gens ou du sexe des gens? L'âge des gens? L'âge, est-ce que des choses qui sont plutôt valables quand on est plus jeune, plus âgé, ou
Ou plutôt une femme, plutôt un homme, je sais pas. On a beaucoup de femmes, évidemment, hein, qui viennent nous voir. Oui. Après, l'âge, ça va de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 60, voire plus. Alors la question, par exemple, la grossesse, ça fait partie des interventions possibles? Oui, en fait, on a aussi pas mal de femmes enceintes qui viennent nous voir. Oui. Certaines avant d'être enceintes, pour justement être sûres qu'elles ont la meilleure alimentation possible pour, Oui, voilà. pour pouvoir procréer dans de bonnes C'est un moment de conditions. sensibilisation important. Voilà. Oui. Ensuite, quand elles sont enceintes, elles veulent donner le meilleur à leur enfant. Hein, donc, comme tout l'enfant va recevoir, évidemment. Mhm. Parce que la maman. Oui, elle s'interroge sur donc, cette. elle s'interroge et elle se pose la question de comment s'alimenter pendant la grossesse. Et je trouve que ça commence par là. Hein. C'est le début, c'est la vie. Je dois avoir un enfant, comment je vais le nourrir quand je suis enceinte. Et ensuite, cette éducation. Donc les hommes n'ont pas ce seuil à passer. Ça commence, mais c'est très difficile. Enfin, ils ne se posent pas ce genre de questions et de la même façon. Parce que ça lui demande probablement que ça leur demande aussi beaucoup de. Il faut beaucoup se confier, il faut dire un petit peu qui je suis, comment je vis, quel est mon passé. Voilà, c'est encore un stade, mais ça commence à venir. Moi, je commence à voir des hommes, ce qui est plutôt positif. Ah oui, vous voulez dire que ça, a priori, ça n'est pas tout à fait dans la ligne masculine. Ça commence, bien sûr. Donc, je veux dire que ça n'est pas au départ tel, pas trop. C'est beaucoup les femmes, c'est clair. À cause justement de cet éveil de l'enfance. Oui, parce que je pense que peut-être que la femme, elle a cette conscience qu'il faut prendre soin peut-être plus tôt. Plus tôt, c'est peut-être dans l'éducation, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est l'alimentation, prendre soin de soi. Je l'ai toujours connu, moi, toute ma vie. J'ai eu une maman qui cuisinait à la maison. J'ai toujours mangé des produits frais. J'ai jamais mangé de produits transformés quand j'étais enfant. Ah. Donc voilà, c'est déjà naturellement, pour moi, c'était naturel de manger des produits. On allait au marché, on faisait ses courses, et maman cuisinait. Pour moi, c'était déjà tout à fait naturel. Et alors, quel est votre avis sur la question de le fait de manger de la viande? C'est un enjeu important, en manger, ne pas en manger? Moi, je ne suis pas végétarienne. Je considère que nous ne sommes pas faits pour être totalement végétariens. Après, je respecte tout à fait le choix du client ou de la personne qui décide de ne pas manger de protéines animales pour quelque raison que ce soit, pour raison éthique, pour raison de goût, ce qui est tout à fait normal. Donc, moi, je considère qu'il faut manger peu, très peu, mais de bonne qualité. Alors, revenons sur la question du jeûne. Oui. Puisque vous avez dit dans votre propos, jeûne. Alors, comment faut-il aborder le jeûne? Quel est son effet souverain sur nous? Vous prenez le jeûne, je pense, j'ai l'impression. Oui, moi je jeûne depuis pas mal d'années maintenant. Et donc j'accompagne des stages de jeûne. D'abord c'est une préparation, il faut le vouloir. Hein. Il faut qu'à un moment dans sa vie on ait envie d'essayer. Oui. Ce que je dis toujours aux personnes qui éventuellement posent des questions ou s'intéressent, c'est un cadeau que l'on se fait quand on va jeûner, même si on a l'impression qu'on va être privé de beaucoup de choses, et en particulier de l'alimentation. Oui. Mais à un moment donné, c'est juste une parenthèse dans sa vie. C'est un peu comme une retraite avec soi-même, c'est un retour à soi, où on va pouvoir faire sortir des choses. D'abord, c'est une détox, évidemment. Oui. C'est une détox physique, mais c'est aussi une détox émotionnelle. On passe par différents stades tout au long de la semaine. Et on va amener vraiment un nettoyage de cet organisme, de ce corps, de cet esprit pendant une semaine. Et c'est avec le moment où on se retrouve avec soi-même. Une semaine. Voilà, une semaine ou 5 jours. Alors pendant une semaine, on va faire quoi? On va uniquement boire? Qu'est-ce qu'on va faire pendant une semaine? Voilà, alors vous faites des activités, il y a du yoga, de la sophrologie, il y a de la randonnée. Dans ce fameux endroit, par exemple? Voilà, dans ce bel endroit, on fait de la randonnée dans cette région qui est tout à fait magnifique. Qu'est-ce qu'on y fait? Il y a des massages qui sont proposés, des conférences, et voilà. Et puis on s'occupe, bien évidemment. Oui. Voilà. Donc, on s'occupe. Et on oublie sa faim. Ah, totalement. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va consommer? Un peu d'eau? Beaucoup d'eau, des tisanes. Tisanes. Et bouillon de légumes en fin de journée. Bouillon de légumes. Oui, voilà. Bouillon de légumes et un peu de jus de lactofermentation, des petits jus de légumes le matin. Voilà. Et il y a des gens qui le vivent mieux que d'autres, éventuellement? Évidemment, parce que chaque personne, chaque individu est différent, donc il va y avoir des réactions tout à fait différentes. Il y en a où ça va très très bien se passer, comme une lettre à la poste, comme on dit. Et puis pour
d'autres, eh ben, il va y avoir Des petits malaises des peut-être. pas forcément des petits malaises, mais petites faiblesses. Mais ça, c'est normal, c'est le corps qui est en train de se transformer. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur, hein, c'est normal, il y a des choses qui sortent. Comme on dit, il y a beaucoup de choses, de toxines qui sont à l'intérieur. Il faut bien qu'elles sortent d'une façon ou d'une autre. Oui, Il y a aussi la partie émotionnelle, hein, qui est importante, où là aussi ça se nettoie. C'est un moment où il y a des choses qui doivent sortir, et elles sortent aussi pendant ce temps-là. Donc quelquefois, c'est un petit peu difficile, on est un peu plus fatigué les 2-3 premiers jours, et puis après il y a un regain, et ça va déjà beaucoup mieux, et à la fin, on le voit sur les visages, c'est hyper bénéfique. mais alors le jeûne, c'est aussi une façon de se purifier mentalement, d'éviter certaines... je sais pas, en tout cas, il y a des choses qu'on ne va pas faire pendant la période de jeûne, on ne va pas se bourrer la tête de Ah non. télévision, C'est pour de... ça qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de télévision, Oui. on demande à ce qu'il y ait un petit peu moins de tout ce qui est téléphone, Oui, voilà, Internet, oui, justement oui. pour se couper de Oui, tout ce voilà, qui c'est ce pollue. oui, voilà. Voilà, et d'être justement dans ce cadre qui est totalement dans la nature, qui est paradisiaque, où il y a un calme absolu, vous avez le chant des oiseaux qui peuvent vous réveiller le matin, vous avez une végétation qui est extraordinaire, la maison est magnifique, c'est une architecture assez extraordinaire, c'est très confortable. Il y a un bon encadrement parce qu'il y a toujours du monde autour de soi pour pouvoir vous encadrer, qui dort sur place, hein, qui est avec les stagiaires, on est là jour et nuit. Donc c'est un certain confort, ça rassure aussi, ça peut rassurer ceux qui auraient éventuellement des craintes. Alors je voudrais vous poser une question, je ne sais pas si ça a un rapport, mais la sexologie, la vie sexuelle, est-ce que ça a un rapport avec ça? Est-ce que ça peut agir, ça peut améliorer, ou c'est une chose recommandée, je ne sais pas. Bah, ça, je n'en sais rien du tout. Je pense pas que les. Parce qu'il on parle pas de ça. y a quand même le corps qui est là, qui intervient. Oui, mais là, non, je crois pas. Non, on n'en parle pas de ça. C'est pas quelque chose que j'aborde. Après, chaque personne est libre de faire ce qu'il a envie, hein, évidemment. Donc, mais c'est bien de se mettre au repos. Oui, bien Voilà. sûr. Mais il y a quand même. Alors donc finalement, alors les gens ils dorment comment? Ils dorment ensemble, ils dorment sur des. Non, ils ont des chambres individuelles ou alors. Ils ont des matelas ou des futons. Ah non, des vrais lits, une vraie chambre. Non, c'est très confortable. Très très confortable. Comme vous pouvez le voir, hein, ce sont des vraies chambres. Des vraies chambres. Alors il y a effectivement, on peut aussi, il y a le côté aquatique aussi qui peut jouer, on peut se baigner, on peut... Alors il y a un jacuzzi et il y a un sauna. Voilà. C'est- Voilà. Après, lors des balades, oui, parfois on fait des balades en bord de La mer, thalassothérapie, parce que Saint-Malo est connu pour la Oui, mais là, thalassothérapie. non, ils n'y vont pas parce que voilà, on n'essaye pas de les mettre dans une ambiance bruyante, mais ils peuvent se baigner dans la mer quand il fait beau et qu'on fait des balades en bord de mer. Voilà. Eh bien, on a fait le tour, là, à peu près dans le même temps que notre amie Guylaine. D'accord, super. Si vous voulez terminer par quelques propos qui vous paraissent ne pas avoir été entendus. Non, écoutez, je pense que c'est faire des stages comme ça une fois par an ou au moins l'essayer une fois dans sa vie. C'est un cadeau que l'on se fait, c'est une belle parenthèse et c'est un retour à soi. Voilà. D'accord. Merci.